Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Dans 1h30, à 20h30, heure de Paris, François Hollande s'exprimera sur les antennes de TF1 et de RTL, une interview qui se veut intimiste, suivie de questions que poseront les Français au chef de l'État. Alors cet exercice intervient à la mi-mandat du président Hollande, et ce, alors que François Hollande est au plus bas dans les sondages, 12% d'opinion favorable en novembre, selon une toute dernière enquête. Seulement 13% des Français qui jugent son bilan positif. François Hollande joue-t-il gros ce soir? Quel bilan à la mi-mandat? Peut-il encore redresser la barre? Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous. Philippe Doucet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Val d'Oise de la 5e circonscription et par ailleurs membre de la commission des lois. Thierry Solaire, bonsoir. Vous êtes député UMP des Hauts-de-Seine de la 9e circonscription et par ailleurs membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Laurent Mauduit, bonsoir, cofondateur de Mediapart, auteur de « À tous ceux qui ne se résignent pas à la débâcle qui vient », et c'est aux éditions Don Quichotte. Guillaume Perrault, bonsoir, grand reporter au Figaro, maître de conférence à Sciences Po sur les institutions politiques. Philippe Doucet, vous attendez quoi ce soir du président de la République? Vous attendez quoi de cette intervention? J'attends, moi je pensais qu'il avait fait une erreur en début de mandat liée à la logique de la présidence normale. C'est-à-dire qu'en début de mandat, il aurait dû dire la situation financière du pays, avec le rapport de la Cour des comptes, et la situation industrielle du pays, avec le rapport gallois. Et dire, voilà la situation qu'on trouve, et à partir de là, on met en place un certain nombre de mesures. Il n'a pas souhaité le faire. Non, je pense qu'il n'a pas souhaité, comme d'autres présidents auparavant, d'ailleurs, brutaliser ou donner le sentiment de brutaliser le pays, y compris après ce qui avait été vu à tort ou à raison, comme la présidence agitée Nicolas Sarkozy. Donc moi, je pense que ce qui j'attends ce soir, c'est qu'il raconte ce qu'il est en train de faire pour la France. Parce que nous, au Parlement, on sait ce qu'est le CICE, on peut savoir ce qu'est le pacte de responsabilité, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble de nos téléspectateurs connaissent le pacte de responsabilité, encore moins le CICE. Or, derrière, ces décisions ont du sens. Et je pense que François Hollande, il doit raconter où il emmène la France du point A au point B. Et ça, de ne pas avoir voulu raconter le chemin qu'il propose à la France, parce que la France, c'est un pays très politique. Et finalement, de ne pas avoir donné, d'avoir fait quelque part un peu trop d'économisme sur l'inversion de la courbe du chômage, sur la croissance, de ne pas avoir donné le sens profond de l'action qu'il entreprend pour le pays, je pense que ça, on le paye cher aujourd'hui, parce que finalement, les Français, on ne fait pas rêver les gens sur un taux de croissance. Et on ne dirige pas non plus un pays avec une problématique de taux de croissance, même si l'économie, c'est très important, mais le sens politique profond. Racontez. Ce soir, vous y croyez encore à François Hollande? Oui, parce que la politique, tout peut toujours bouger. Si tout le monde, il y a 3 mois, expliquait que le retour de Nicolas Sarkozy allait tonitruant, c'est l'inverse. Si on avait dit il y a 4 ans que Alain Juppé serait haut dans les sondages aujourd'hui, tout le monde nous aurait pris pour des fous. Donc la politique, les choses peuvent bouger. Donc vous y croyez encore? Oui, vous y croyez. Le jeu est encore ouvert. Thierry Solaire, est-ce que vous pensez qu'il peut redonner une impulsion à son mandat, ou vous pensez que c'est plié? Moi, je ne pense pas que le jeu soit ouvert, parce que je ne pense pas que ça soit un jeu. On est à mi-mandat. Quel est le constat? François Hollande s'est fait élire sur un projet qui était l'anti-sarkozysme, le rejet du président sortant. Et il a fait des promesses aux Français, comme quoi les riches allaient payer, les classes moyennes allaient être épargnées, l'économie allait être relancée, et la courbe du chômage allait être inversée. 2 ans et demi après son élection à l'Élysée, qu'est-ce qu'on voit? On voit un matraquage fiscal des classes moyennes. Moi, je n'ai pas beaucoup vu de manifestations dans les rues de Neuilly depuis 2 ans et demi. J'ai surtout vu des familles qui travaillaient et qui sont strangulées. J'ai vu des changements de cap dans les mots, mais rarement dans les actes. Regardez, en janvier dernier, il nous annonçait un changement de cap. On a eu des grandes annonces en septembre, après les vacances d'été. Les hausses d'impôts, c'est fini. Et nous, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on constate? Des hausses d'impôts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hier, c'était une nouvelle taxe sur les résidences secondaires. Si vous avez une résidence secondaire en France, maintenant, le gouvernement ouvre la possibilité au mairie de vous surtaxer de 20%. La semaine dernière, c'était les allocations familiales. Si vous gagnez 6 000 € par mois avec 2 enfants dans une grande ville comme Paris, où une pièce en location vaut 1 000 € par mois, et déjà que vous payez beaucoup d'impôts, et ben maintenant, vous n'allez plus toucher d'allocations familiales. Donc, vous voyez, la parole, elle n'est plus crue, les résultats ne sont pas là, et puis j'ai oublié l'essentiel. 1,5 million de chômeurs de plus. L'inversion de la courbe de chômage qui était sa boussole, son cap, sur lequel il s'était engagé, on a eu des hausses énormes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait arrêter de parler. Et donc, moi, je n'attends rien de l'intervention du président de la République ce soir. Il suffirait d'agir.
Ils ont fait un très beau discours de politique générale. Il y a plein de choses que j'ai trouvées très bien. Elles ne sont jamais là. Des baisses de charges, des baisses d'impôts, faire souffler un grand vent de liberté sur l'économie du pays. C'est tous les jours l'inverse. Voilà. Le pacte de responsabilité, il a été mis en place. Moi, c'est François Fillon. Une promesse de Nicolas Sarkozy, pas de François Hollande. Oui, peut-être. Mais en attendant, on trouve un pays qui a pris 600 milliards de dettes pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qui, en 10 ans, entre les mandats de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, a perdu 25% de sa capacité de production. Dans cette situation-là... Vous voulez me faire dire, mon cher collègue, que depuis 40 ans, la France est en déclin et qu'avec votre président en place, là, ça continue encore un peu plus fort. Justement, moi, je pense qu'il a le courage d'affronter une situation qui, pendant des années, n'a pas, y compris par rapport... Comment ? Qu'est-ce qu'il affronte ? Mais qu'est-ce qu'il affronte ? Affronter, mettre en place un pacte de responsabilité quand vous êtes un président de gauche en disant il est important que les entreprises aient un niveau de rentabilité pour pouvoir investir et demain embaucher, c'est pas le meilleur moyen d'être populaire, surtout à gauche. Laurent Mauduit va nous expliquer d'ailleurs comment il y a une politique de droite. Voyez, allez, donc, moi, Laurent Mauduit, voilà. je vois surtout ce qu'il me dit, s'il pense que cette intervention, justement, si cette intervention ce soir, si c'est une intervention cruciale et qu'elle est vraiment importante pour François Hollande et si elle peut changer la donne pour lui. Écoutez, on est dans un système de monarchie républicaine et donc le monarque républicain va parler, tout s'arrête, que va-t-il dire ? Malheureusement, il n'y aura pas de surprise. Dans une vraie démocratie, il y a des phases de respiration démocratique. Ce que je trouve pathétique dans l'histoire qu'on a vécue, les 2 ans et demi, c'est que on a vécu une histoire qui est totalement inédite. La gauche a connu parfois des passés compliqués, difficiles. Il y a eu des reniements. La droite a connu les mêmes problèmes. Parfois même des trahisons, parfois même des pages honteuses. La guerre d'Algérie, voilà. Mais dans l'histoire de la gauche, souvent, quand il y a eu un gouvernement de gauche, il y a eu au début une volonté. Ah, ça n'a pas toujours duré longtemps. 81, Delors annonce, même pas, dès novembre 81, Jacques Delors annonce une pause dans l'annonce des réformes. 36, il y a l'épée de la grève générale dans le dos du gouvernement de Front Populaire. Mais il y a des grandes réformes, mais il y a un souffle. Là, l'aspect spectaculaire, totalement inédit dans l'histoire de la gauche, c'est que le jour même de l'installation de cette majorité, de cette présidence, on a eu ce petit échange très rapide. Ah oui, mais il ne fait pas de responsabilité. Et je dis à mon voisin, oui, mais c'est une promesse de Sarkozy. Il m'a dit, bon, oui, certes. Mais certes, tout est là. Le jour même où il s'installe, il bafoue sa parole donnée. Je veux dire, quand il se confronte avec Nicolas Sarkozy propose sous des modalités différentes ce qu'on appelle à l'époque le choc de compétitivité, et François Hollande le conteste en disant ce n'est pas opportun, ni dans son principe, ni dans ses modalités. Et le jour même où il est au pouvoir, il fait la politique du camp d'en face, il appliquera la hausse de la TVA, l'impôt le plus injuste, que la gauche a toujours condamné. Le pacte budgétaire aussi européen aussi, il avait dit qu'il ne signerait pas, il l'a signé. Le cœur de sa politique économique. Et donc voilà, l'aspect sidérant, c'est que donc, le vrai débat maintenant, ce sont les raisons. Pourquoi est-ce qu'il y a eu, non pas cette histoire progressive d'impuissance, qui était l'histoire de Jospin, pourquoi, à ce point-là, ils ont tourné le dos à leurs engagements, au point de choisir comme Premier ministre celui qui fait 6% lors des primaires socialistes de 2011, celui qui est rejeté par toute la gauche socialiste de l'époque. Donc c'est une histoire totalement atypique, invraisemblable. C'est l'histoire d'une avancée progressive vers la disparition, vers la mort de la gauche. C'est ça qui se joue. Guillaume Perrault, pour revenir sur l'intervention de ce soir, est-ce que vous pensez que c'est une intervention qui est cruciale pour François Hollande et que ce soir, il peut peut-être changer d'image, comme l'espère en tout cas Philippe Doucet, en tout cas raconter une histoire, je pense qu'il doit donner le sens des choses. Donner le sens. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible? Parce que c'est vrai qu'il nous a dit quand même 1000 fois qu'il allait clarifier. Il y a eu cette conférence de presse début janvier qui a duré 3 heures. Est-ce que ce soir, ça va être différent? Déjà, le mode aussi un peu... parce que ce soir, c'est pas une conférence de presse, c'est pas un face-à-face, c'est aussi un dispositif très particulier. Il va faire une interview qu'on dit un peu intimiste avec Thierry de Mézières, lui qui ne voulait d'ailleurs pas mélanger le privé et le public. Ensuite, il va répondre aux questions des Français sur la forme aussi, le choix de cette intervention. C'est déjà un aveu qui est que le président a choisi de ne pas commencer par les sujets de fond qui intéressent les Français. C'est-à-dire qu'il essaie d'abord de rectifier son image personnelle, bien dégradée. Par ailleurs, il n'est pas le premier à aller dans la deuxième partie d'interview au contact des Français. C'est devenu une figure
imposé progressivement depuis les années 80. Le premier qu'il avait tenté, c'était Giscard, en 77, pour ses 51 ans, figurez-vous. Il avait accepté de rencontrer un panel représentatif de Français. Il allait de table en table. Alors, il y avait une jeune chômeuse de Lorraine. Et puis, voilà, comme ça, il allait à la rencontre, disait-on déjà à l'époque, des Français. Mais l'essentiel me paraît ailleurs. Je crois que Hollande est avant tout victime et responsable, effectivement, de son virage, non pas à 180 degrés, chers confrères, mais son virage partiel par rapport à ses engagements de campagne qu'il savait ne pas pouvoir tenir, qu'il a tenu de façon, qu'il a lancé en 2012 de façon totalement démagogique et qui lui sont ensuite retombés sur la figure. Mon ennemi, c'est la finance. Aujourd'hui, il est bien content d'avoir des marchés financiers qui consentent des taux d'intérêt très faibles pour financer la dette française. Voilà un exemple de contradiction parmi beaucoup d'autres. Et au lieu de, en 2012, dire franchement, écoutez, voilà la situation du pays, voilà les faits, voilà ce que je peux faire et ne pas faire, il s'est lui-même enferré dans un discours qui ne pouvait que décevoir. Et il n'a pas été victime de je ne sais quel complot des grands capitalistes, mais de la pression de la réalité qu'il a rattrapée. Et la réalité à laquelle il fait de timides concessions, surtout verbales, peu en actes, depuis le mois de janvier. Parce que ce fameux pacte de responsabilité, monsieur le député, dont vous nous parlez, ça a été aussi un formidable coup de communication pour le président. Il a tenu toute l'année 2014 là-dessus, alors que pour le moment, ce pacte n'est toujours pas entré en vigueur. Et la seule mesure, pour schématiser, pro-entreprise qu'a fait ce gouvernement, qui a par ailleurs augmenté les impôts de 30 milliards, cette majorité. L'avait fait auparavant. Hein. En effet, je ne l'oublie pas, je suis loin de l'oublier. Vous êtes nul, mais vous dites que les autres... Non, je suis loin de l'oublier. On va y revenir. Soyez sans crainte, je suis loin de l'oublier. Mais... donc, la seule mesure pro-entreprise pour schématiser, c'est le CICE, qui pour le moment est en vigueur. Et c'est même pas le gouvernement Valls qui l'a institué, c'était Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire qu'on a énormément parlé, on a énormément glosé sur le virage social-libéral supposé. Et pour le moment, dans le quotidien des chefs d'entreprise, il n'y a rien. Et je rappelle que nous avons toujours le taux de prélèvement obligatoire, 46%, le plus élevé de tous les pays industrialisés avec le Danemark. Et nous avons toujours le taux de dépenses publiques, 57%, le plus élevé des pays industrialisés avec le Danemark toujours. C'est intéressant dans la... Voilà les faits. Ce sont des faits, pas des appréciations subjectives. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans la contradiction... Il n'y a aucune idéologie dans ce qu'il dit. Donc, ce qui est intéressant dans la contradiction... Il n'y a que vous qui êtes objectif, cher confrère. Tout le monde le sait depuis toujours. C'est votre marque de fabrique. Notre ami du Figaro. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, finalement, Laurent Mauduit évoque qu'on n'a pas fait, et c'est faux que François Hollande ait sorti des grandes promesses. On peut lui reprocher, mais... Vous sortez le discours du Bourget, d'ailleurs c'est à chaque fois le chose qu'on sort, parce que pour le reste dans la campagne, il a été extrêmement prudent sur les engagements. Il n'a jamais dit qu'en début de mandat, il ferait ni Jospin, ni Mitterrand, ni Blum, ni le cartel des gauches, ni tout ce que vous voulez, parce que justement, l'analyse de François Hollande partagée, qui est de dire la gauche doit essayer de s'inscrire dans la durée, et donc on ne fait pas 6 mois, 1 an de grandes réformes, et après on resserre des boulons parce que c'est compliqué. Donc... vous voyez, vous-même, dans les contradictions que vous évoquez, le problème de la France, c'est qu'elle doit passer entre vous. C'est que le chemin de la France, pour en sortir par le haut, elle doit penser, soit on fait des grandes réformes, et finalement, ça dure peu de temps, et s'il n'y avait pas eu les institutions de la Ve République, je pense que Mitterrand, en 83, aurait déjà eu très vite des difficultés, parce que la réalité... Les réalités, elles sont compliquées parce que l'ensemble de l'Europe n'est pas à gauche, parce que l'ensemble du monde n'est pas à gauche. Et de l'autre côté, le pacte de responsabilité, si on le met en place, c'est parce qu'il n'a pas été mis en place avant. La question des impôts, il n'a pas été mis en place. Parce que Hollande le condamne très énergiquement en février 2012 en disant, et dans son principe et dans sa modalité, jamais. Il ne faut pas le faire. Pourquoi, dit-il, il faut une réforme fiscale juste en faveur des gens modestes? Pourquoi abandonne-t-il cette réforme? Pourquoi, dit-il, il faut stimuler le pouvoir d'achat et notamment stimuler le SMIC? Pourquoi abandonne-t-il? J'ai pas dit que j'étais pas critique par rapport à ça. J'ai dit clairement que sur le début du mandat, je pense que l'analyse de la situation aurait dû être posée. Il y avait le rapport de la Cour des comptes qui s'appliquait sur l'état de la France, et puis il y avait le rapport Gallois.
je pense, pour Et vous donc dire... il n'a pas dit la vérité, Philippe Doucet. Finalement, est-ce que c'est pas plus large? Est-ce que les politiques aujourd'hui... Bien sûr. On ne dit plus la vérité, mais à droite non plus, on n'a pas dit la vérité. Le seul d'ailleurs qui a dit la vérité, c'était François Fillon. Il s'avait choqué quand il avait dit la France en état de faillite. C'est le seul à avoir dit la vérité, on lui a tiré les bretelles. Fillon, quand il a dit la France est en état de faillite. On vit depuis 40 ans sur le modèle social français, qui était une magnifique invention au lendemain de la guerre, qui aujourd'hui est une machine à fabriquer du chômage de masse et de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a 8,5 millions de pauvres en France, 5 millions de chômeurs. L'État est partout, même là où on n'a pas besoin de lui. Et parce qu'il est partout, même là où on n'a pas besoin de lui, il n'est pas là où on a besoin vraiment de lui. Il suffit d'aller demander aux gens qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés de France si la sécurité publique est vraiment là et si les services publics sont au rendez-vous. Donc voilà l'état de la situation. François Hollande, il se fait élire comment? Par un concours de circonstances, parce que Dominique Strauss-Kahn, tout le monde connaît l'histoire. Il gagne la primaire. Anti-sarkozysme aussi. Sur le rejet d'anti-Sarkozy. Sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Et sur des promesses, on est de gauche, on va faire payer les riches. Voilà. Les gens de gauche, et on est vertueux, et on est vertueux par essence. Et les gens de gauche, je termine. La taxe à 75%, elle continue. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, la taxe à 75%. Mais vous avez raison. La vie politique, c'est des mots, c'est des actes, mais c'est aussi des symboles. Alors que les footballeurs, ils payent la taxe à 75%. Quels sont les symboles depuis 2 ans et demi? Un, d'abord, dans le monde entier, et sur France 24, on les écoute, en dehors des frontières nationales, la taxe à 75%, qui renvoie comme schéma que la France... Oui, mais justement, c'est stupide. Ça pèse 300 millions d'euros. C'est notamment stupide de mettre en place une taxe qui rapporte rien, qui envoie dans le monde entier l'idée ne venez surtout pas investir en France, ils sont devenus fous, ils taxent à 75% les revenus quand vous gagnez de l'argent. Voilà, c'est un symbole délirant. Deuxième symbole, la présidence normale qui critiquait Nicolas Sarkozy. Voilà. On n'a jamais eu autant un président de la République qui nous a étalé sa vie privée, et je ne m'étendrai pas plus que ça, tout le monde a vu les meilleures ventes de la presse française et des journaux français depuis quelques mois. Ensuite, le symbole, mon ennemi c'est la finance. Mais écoutez, moi, j'aurais voté François Hollande, je serais de gauche, et je verrais M. Macron, banquier de la banque Rothschild, devenir ministre de l'économie et des finances d'un gouvernement de gauche qui n'aime pas la finance. Enfin, écoutez, c'est comme si demain, quelqu'un de droite gagne et qu'on voit le patron de la CGT devenir ministre des Affaires sociales. Croyez-moi, les électeurs de droite, ils deviendraient fous s'ils voyaient ça. Ils auraient l'impression d'être cocu. Voilà, c'est ça la vérité. Parce que je me dis qu'Alain Juppé le fera peut-être, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je souris. Donc voilà, donc vous voyez, ces symboles-là, ils sont désespérants. Et les Français, tous ces débats, le CICE, tout ça, écoutez, le CICE, jamais un gouvernement n'aura autant matraqué, la droite l'a trop fait, mais vous avez matraqué de taxes les entreprises. Tout le monde se rappelle des pigeons, de tous ces mécanismes-là qui faisaient que les entreprises, encore la semaine dernière, taxation sur les dividendes, si vous êtes actionnaire de votre entreprise à plus de 50% et que vous prenez les dividendes, augmentation des prélèvements sur les dividendes dans les entreprises qui sont versés. Et un climat vindicatif. Un climat de stigmatisation vindicatif, des gens qui bossent, agressif, à la recherche de boucs émissaires, et puis confus, où on avait l'impression, en écoutant la radio tous les matins, qu'on allait offrir une tête au bon peuple pour responsable de ses malheurs. Dernier symbole. Non mais Jérôme, la moralité. Allez, dernier symbole et ensuite... symbole. Jérôme Cahuzac, vous parlez ministre beaucoup, du budget, chargé de collecter les impôts des Français. Le ministre chargé des impôts, qui a un compte à Singapour ou en Suisse, je sais pas où, et qui ne paie pas les siens. Monsieur Solaire, par rapport à ça, Cahuzac, c'est une affaire. Non mais allez, on fait une petite pause. Franchement, là-dessus, il ne faut pas venir sur ce terrain-là, parce que... Allez, on fait une petite pas été à ce pause, niveau de responsabilité. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres. Philippe Doucet, vous répondrez à Thierry Solaire et Laurent Mauduit. S'il vous plaît, parce que là, c'est totalement déséquilibré. Totalement, bah alors vous allez avoir tout de suite la parole. Allez, tu ne parles pas depuis 30 secondes. C'est bon enfant, ce soir. Laurent Mauduit, vous aurez la parole et Guillaume Perrault aussi. Comme je suis tout seul contre tous, c'est normal qu'en fait... Oh non, vous n'allez pas commencer encore. Déjà hier soir, c'était dur. Non, ce soir, vous allez être très sympathique. Mais on est sympathique, on essaye. Très sympathique, on fait une petite pause. Quelques minutes, le temps du rappel des titres. On se retrouve pour la seconde partie de notre débat. À tout de suite.